Bonsoir. Oula, c'est fort. Merci, bonsoir et ahlan wa sahlan. Merci d'être venu pour ce premier rendez-vous de l'actualité du monde arabe, organisé par l'Institut du monde arabe. C'est donc la première édition de ce rendez-vous qui aura lieu tous les derniers mercredis du mois pour aborder l'actualité. Les choses vont très très vite en ce moment. Elles sont un peu chaotiques, elles sont assez complexes, elles méritent des explications et puis aussi du fond, de l'approfondissement avec des gens qui connaissent très très bien cette région, qui ont travaillé dessus, qui ont vécu comme chercheurs, comme journalistes, comme universitaires. Et c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui autour d'un thème qui évidemment intrigue tout le monde et nous pose beaucoup de questions. Quels enjeux pour le monde arabe à la suite de l'élection de Donald Trump? Ce rendez-vous, il est parrainé par le Collège de France, dont nous avons ici un éminent représentant, la personne de Henri Laurence, que je ne présente pas beaucoup plus longuement. Il est évidemment historien, grand spécialiste de l'histoire contemporaine du Moyen-Orient. Il a publié une liste impressionnante de livres, dont le dernier vient juste de sortir. Il s'appelle Crise d'Orient, aux éditions Fayard. Autre partenaire de ce rendez-vous désormais mensuel, l'agence France Presse, notre mère à tous, les journalistes. Donc Christophe Schmitt est là. Il est directeur adjoint de l'information, enfin adjoint à la directrice de l'information de cette grande maison qui est l'AFP. Il a été en poste notamment à Londres, à Matignon et à Washington, où il a couvert le département d'État, donc la politique étrangère américaine, entre 2009 et 2013, c'est ça? Ouais, 2012. 2012, voilà. Donc pendant les années Obama-Clinton et début Kerry même, peut-être. Avant de ensuite être en poste à Vienne, où il a suivi les négociations, les longues et complexes négociations sur le dossier nucléaire iranien. Et aujourd'hui, donc, il est en poste à Paris, où il est à la direction de l'information. Et enfin, avec nous, quelqu'un que je connais depuis longtemps et que j'ai plaisir à retrouver, Fathia Daziheni, qui est docteur en sciences politiques, spécialiste, ce qui est relativement rare en France, des pays de la péninsule arabique. Elle a fait sa thèse sur le Koweït, mais après travaillé dans bien d'autres pays de cette région. Et elle est aujourd'hui enseignante à Sciences Po Lille, ainsi que chercheuse Golfe Moyen-Orient à l'IRSEM. Elle vient de publier un excellent livre qui s'appelle L'Arabie Saoudite en 100 questions et qui donne beaucoup à connaître sur un pays sur lequel il y a beaucoup de fantasmes et de contre-vérités. Voilà, j'en termine avec nos partenaires, comme vous avez pu le voir, France Culture aussi, France Média Monde, c'est-à-dire RFI, France 24 et Daoulia, la radio, Monte Carlo. Ce portfolio que vous venez de voir et qui nous était proposé par l'AFP donne un peu la mesure de ce qui s'est passé ces 2 derniers mois seulement, disons, si on remonte à mi-décembre, depuis la prise des quartiers orientaux d'Alep jusqu'à l'entrée en fonction de Donald Trump, sa première véritable décision, et seule, à vrai dire, jusqu'à présent, sur le monde arabe, qui était une décision non pas de politique étrangère, mais de politique intérieure. Ce qu'on a appelé communément le Muslim Ban et qu'on traduit par décret anti-immigration, qui a visé 7 pays à majorité musulmane et qui a été rejeté par la justice américaine, dont probablement il y aura une seconde mouture dans les
prochains jours, en tout cas c'est ce qui nous est annoncé, et qui a donné un ton, une coloration à cette présidence. Autre fait notable, deux autres faits notables, la volonté affirmée de Donald Trump de se rapprocher de Vladimir Poutine, ce qui a des implications importantes dans le monde arabe, étant donné la forte implication de la Russie aujourd'hui en Syrie, hein, où elle est l'acteur international principal. Et puis enfin, sa proximité affichée avec le gouvernement Netanyahou et son soutien du moins son soutien, oui c'est ça, affiché aux politiques menées par le gouvernement Netanyahou, mais et avec le projet aussi affirmé de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Mais c'est un projet et ce soutien affiché s'est matérialisé pour l'instant par des déclarations, mais pas beaucoup plus que ça. On va essayer de comprendre un peu où veut aller cette administration, quels sont ses principales, ses principes, ses projets pour cette région qui elle-même déjà est assez chaotique. La toute première question, je voudrais la poser à Christophe Schmitt sur qui fait aujourd'hui la politique étrangère américaine. Il semble, par exemple, pendant ce week-end, on a vu le responsable de la défense, M. Mattis, et le vice-président à Munich dire aux Européens rien n'a changé, l'OTAN, l'UE sont nos partenaires et nous allons continuer comme avant. Et puis nous avons un président qui déclare l'OTAN c'est obsolète, l'UE vive le Brexit, un État, deux États, ça sera comme vous voulez, en Palestine notamment par exemple, et Israël. Donc qui fait cette politique? Est-ce que ça se fait à la Maison-Blanche ou dans les ministères, dans l'administration qui se met en place? Qui a le dessus et quelle est la ligne indiquée? À vrai dire, Christophe, une partie de la réponse est contenue dans votre question. Personne n'en sait rien aujourd'hui. Et je crois que si on veut répondre très honnêtement, la première chose qu'on peut dire, c'est que le monde entier est dans une très grande incertitude quant à ce que veut faire cette administration. Même s'il y a quand même 2-3 éléments, peut-être des lignes de force, qui seront peut-être contredites dans les mois qui viennent, et je vais y venir. Mais il y a eu dans les sources d'inspiration de Trump dans sa campagne, notamment sur les questions qui pouvaient avoir un impact sur la politique étrangère de sécurité des États-Unis, il y a eu l'inspiration de gens extrêmement radicaux. On parlait de Steve Bannon, qui est encore là, qui est au cœur du dispositif. Alors Steve Bannon, pour préciser peut-être, donc c'est l'ancien rédacteur en chef de Breitbart News, qui est un site d'extrême droite, un site d'information d'extrême droite américain. Cette tendance politique se présente comme l'alt-right, c'est-à-dire la droite alternative aux États-Unis, et qui est devenu aujourd'hui le special advisor, le conseiller spécial, oui. Le conseiller politique du président principal. Oui. Ce qui complique encore les choses, c'est que dans ce qui a inspiré Trump pour sa plateforme électorale, était en décalage complet non seulement avec l'administration précédente, mais aussi avec la ligne de pensée de son propre parti politique. Les grands ténors de la politique étrangère du Parti républicain, notamment John McCain, étaient totalement en porte-à-faux avec Donald Trump. Et puis, qu'est-ce qui se passe maintenant qu'il est entré en fonction? On voit qu'il y a eu des recrutements de gens, disons, qui faisaient partie, qui étaient puisés dans le vivier, qui est quand même très riche, du Pentagone, du département d'État, du corps diplomatique, et les Bannon et autres restent. Donc voilà. Cohabitent des experts et des outsiders, enfin des militaires et des outsiders. Des militaires et des outsiders, et puis quelqu'un comme Rex Tillerson, donc le secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, qui est quelqu'un dont c'était le patron d'Exxon, donc c'est quelqu'un qui a eu effectivement une grande expérience des deals passés à l'étranger, en revanche aucune de la diplomatie, et il est aux abonnés absents, à peu près, depuis sa nomination. D'ailleurs, le département d'État, donc le ministère des Affaires étrangères,
où j'ai eu le plaisir de me rendre tous les jours pendant quelques années, le point focal qui rythmait la journée, c'était le briefing, c'est-à-dire le point de presse, exactement comme au Quai d'Orsay ici. Depuis que l'administration Trump est entrée en fonction, il n'y a pas eu de point de presse. Non seulement il n'y en a pas eu, mais nos collègues qui sont tous les jours demandent « alors c'est quand ?» Et on ne sait pas. Là, aux dernières nouvelles, il y en aura peut-être un ou deux la semaine prochaine. Mais voilà. On ne sait pas ce qu'ils pensent. Et le premier écueil, je pense, ça serait de vouloir donner trop de sens à des marges, des expressions qui, aujourd'hui, honnêtement, n'en ont pas forcément. Pour autant, bon, et là, j'invite ceux qui ne l'auraient pas fait dans cette salle. Le Monde a publié cette semaine, c'était saisissant, des extraits très larges de la dernière conférence de presse de Donald Trump, où voilà, on est totalement en territoire inconnu, c'est-à-dire que, d'ailleurs, je pense que c'est la question qui va aussi se poser aux alliés arabes et ailleurs, quand le président s'exprime, on ne sait pas ce qu'il veut dire. On ne sait pas ce qu'il... On ne sait pas ce qu'il veut dire. Bon, il a quand même beaucoup parlé pendant sa campagne. Et sur les questions de politique étrangère et de sécurité, il y avait 2 ou 3 préoccupations majeures qui sont apparues. Alors 2 ne concernent pas directement le monde arabe. Il y avait d'abord l'idée d'une concurrence commerciale frontale avec la Chine, et aussi l'idée que tous les accords, tout ce qui est multilatéral n'a aucune valeur. C'est valable pour le partenariat commercial transpacifique, c'est valable pour, évidemment, l'Union européenne. Et le 3e point, c'était de désigner l'islamisme, mais finalement pris dans un sens tellement large qu'on peut dire l'islam politique, voilà, comme l'ennemi numéro 1. Ça, c'était un peu comme des choses qui ont été un peu constantes. 2e point, c'est sur le plan des principes de la diplomatie américaine. On voit des premiers signes, d'ailleurs, ils seront peut-être complètement contredits, peut-être ce qu'on est en train de dire ne vaudra plus rien dans 3 mois, des signes d'une rupture quand même profonde avec ce qui a fait la diplomatie américaine depuis 1945, que le président soit démocrate et républicain. Premièrement, en général, les présidents américains ont pensé que l'expansion de la démocratie et de l'économie de marché, c'était, dans le monde, c'était plutôt positif pour l'Amérique, favorable à sa sécurité, à sa prospérité. Là, quand on parle de nationalisme économique, on aborde quelque chose qui va à l'encontre de ça. Le 2e point, ils ont toujours pensé que c'était plutôt une bonne affaire, y compris financière, pour l'Amérique, de protéger ses alliés. Là aussi, franchement, c'est loin d'être clair. Monsieur Trump, il a fait des deals toute sa vie, il dit qu'il veut faire des deals aujourd'hui. Des deals peut-être même très temporaires, très circonstanciels. Quand on parle de ce qu'il veut faire avec la Russie en Syrie, ça pourrait ressembler à ça. En tout cas, ça contredit l'idée d'alliances traditionnelles qui s'inscrivent un petit peu dans le temps. Voilà. C'est déjà pas mal. Je vous propose maintenant, Henri Laurence, peut-être de tracer un peu un portrait, un tableau assez court dans la mesure du possible, mais de l'état des relations entre le monde arabe et les États-Unis à la fin du mandat Obama. C'est-à-dire, on n'est plus du tout dans la toute-puissance, on est dans le début d'un déclin, d'un retrait, enfin de ce qui est perçu comme un déclin, un retrait, un froid, beaucoup d'agacement. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, au point que le public américain voit le Proche-Orient comme une source uniquement de problèmes qu'il faut à la fois régler et ignorer. C'est-à-dire, on ne veut plus en entendre parler, et en même temps, il faudrait quand même régler tout ça. Oui, bah d'abord... Ça marche. D'abord, le public américain, il ne sait pas très bien où c'est le Moyen-Orient. Il y a eu un sondage récent qui demandait, entre autres, dans les questions posées, si les États-Unis devaient bombarder Arabsa. C'est le lieu où se passe le dessin animé de Walt Disney, Aladdin. Et il y a eu 40% de réponses positives. Ce qui montre évidemment l'inquiétude, l'incompréhension de la société américaine par rapport au Moyen-Orient et la façon dont il fonctionne
par cliché. Alors, de l'autre côté, vous avez évidemment des batteries d'experts, etc. Alors, à la présidence Obama, moi j'avais, après la magnifique interview d'Obama dans Vie Atlantique l'année dernière, j'avais conclu que les États-Unis avaient élu le premier président scandinave de l'histoire, étant donné qu'il y avait une apologie de la Scandinavie rationnelle, etc. Et pour Obama, tous les Arabes et tous les musulmans étaient à peu près des êtres irrationnels qui passaient leur temps à poser des problèmes aux États-Unis. Et la stratégie d'Obama était de désengager les États-Unis de la zone du Moyen-Orient pour redéployer le dispositif là où c'est important, c'est-à-dire le Pacifique et en particulier la mer de Chine, qui devait être... Le problème, c'est qu'il voulait donc mettre fin aux deux guerres que les États-Unis menaient de façon désastreuse, c'était l'Irak et l'Afghanistan. Et bah, il n'a réussi qu'en partie. En Irak, il a tout retiré, et puis il est obligé de revenir à cause de l'État islamique, il n'a pas apprécié. Et en Afghanistan, il y a encore une présence résiduelle, mais quand la présence résiduelle sera partie, on a l'impression que tout va s'effondrer. Et donc, c'est tout à fait gênant. En revanche, ce qui caractérise la période Obama, c'est plus une absence de volonté d'intervenir qu'une absence de moyens d'intervention, parce que Obama n'a touché à rien au dispositif militaire américain dans la région. La 6e flotte, elle est toujours là en Méditerranée. Si vous regardez sur la carte, elle est en Crète, en particulier à Souda. Donc, la 6e flotte est toujours là en Méditerranée. Et la 5e, oui. C'est la 6e. La 5e est à Bahreïn et la 6e. Donc, les flottes de guerre sont toujours là. Le CENTCOM est toujours là. Et d'ailleurs, dans les nominations au Conseil de sécurité nationale, c'est essentiellement des gens du CENTCOM qui viennent d'arriver. On ne sait pas si c'est une indication d'une ligne politique à suivre, mais en gros, ce sont les spécialistes de la contre-insurrection qui occupent les postes intermédiaires dans l'analyse et la prise de décision américaine. Alors, bon, par ailleurs, ils ont été obligés de réintervenir sur le terrain en Syrie et en Irak par rapport à l'État islamique. Donc, Obama, enfin la conséquence de l'administration Obama, c'est que le départ n'était pas possible. Et alors, bon, pour simplifier les choses, depuis 2 siècles, cette région du monde est soumise à un jeu d'ingérence et d'implication de différentes puissances. Et la leçon qu'on a toujours tirée, c'est quand une puissance se retire, c'est aussi désastreux, voire plus désastreux que quand elle s'ingère. Et donc, pour donner déjà le cadre du chaos à l'époque Obama, je dirais que le problème, c'est qu'au Moyen-Orient, on ne pouvait rien faire sans les Américains, mais qu'on ne pouvait rien faire avec les Américains. Et c'est dans cette impasse qu'arrive alors là le chaos absolu de la nouvelle administration américaine. Avec peut-être, Henri Laurence, 2 pays qui ne sont pas arabes, mais qui ont une influence déterminante sur le sort du monde arabe, Israël d'un côté, l'Iran de l'autre, qui sont restés sous Obama une préoccupation quand même majeure de l'administration américaine. Oui, mais bon, Obama avait essayé d'acheter la tranquillité avec Israël en lui fournissant l'aide militaire la plus importante que jamais un président des États-Unis n'ait offert à l'État d'Israël. Il pouvait s'injurier presque en public avec Netanyahou, mais jamais les promesses d'aide américaine et les financements américains n'ont été aussi forts. Bon, quant à l'Iran, c'était le pari de l'affaire du nucléaire et de l'accord qui, dans la perspective d'Obama, pouvait faire entrer l'Iran dans le concert des nations et donc pacifier la chose. Mais il semble plutôt que les Iraniens ont vu la démonstration qu'ils étaient devenus la puissance dominante dans la région et qu'ils ne comprennent pas pourquoi les autres n'acceptent pas qu'ils soient devenus la puissance dominante dans la région. Donc ce n'est pas un facteur de calme, contrairement à ce qu'on avait prévu, mais au contraire un facteur de tension supplémentaire. Alors, Fathia Dazihani,
Justement, vers la fin des années Obama, il y a eu une exaspération vis-à-vis des États-Unis dans le Golfe, dans les pays du Golfe, et notamment en Arabie Saoudite, mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez un peu l'expliquer? Puis on passera très vite ensuite à l'administration de Trump et à ses lignes de force. Oui, dans la lignée de ce que vient de dire Henri Laurence, les pays du Golfe, et notamment l'Arabie Saoudite, ont été parmi les États arabes les plus déstabilisés par la politique de retrait engagée par le président Obama, alors même que le président Obama a été celui qui a vendu le plus d'armes aux Saoudiens. 115 milliards de dollars d'armement, même pendant la guerre du Golfe en 1991, on n'avait pas eu de tels contrats. Donc c'est cette double ambiguïté, mais c'est vrai que la garantie de sécurité de l'Arabie Saoudite par les États-Unis fait partie du deal symboliquement depuis le fameux accord de Quincy, hein, le pacte de Quincy. Hein, donc qu'il faut peut-être résumer. Oui, c'était la rencontre symbolique entre Roosevelt et le roi Ibn Saoud le 14 février 1945 sur le canal de Suez, où les discussions, et ça Henri Laurence a fait un très bon article d'ailleurs dans Orient 21 là-dessus, où il a un peu déconstruit le mythe du pacte de Quincy, parce qu'en fait, l'alliance entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis a précédé ce pacte. C'était en 1933 où les États-Unis avaient déjà ce qui allait devenir Aramco, la fameuse compagnie pétrolière américaine qui va devenir pleinement saoudienne en 1980. Et ça, on reviendra sur ces questions quand même d'Aramco et de puissance financière sous l'administration Trump, parce que ça, c'est un des éléments que vous n'avez pas évoqué. C'est un pilier, à mon avis, de l'administration Trump, où Morgan Stanley, JP Morgan sont les autres piliers des fameux généraux du CENTCOM. Les banques d'affaires. Voilà, les banques d'affaires qui sont visiblement pressenties pour organiser la vente de 5% d'Aramco et la mise en bourse de cette compagnie. Donc, pour vous dire que l'arrivée de Trump, pour les Saoudiens, ça veut dire renouer avec cette alliance américaine. Hein. Donc, ils sont évidemment dans l'expectative, mais il y a ces liens forts financiers, pétroliers, stratégiques, qui sont un des piliers, à mon avis, du fait que l'administration Trump souhaite renouer une alliance assez forte avec l'Arabie Saoudite. C'est ce que je pressens. Fathia, vous disiez qu'il y a une sorte En fait, on a l'impression qu'une fois Trump élu, tous ceux qui étaient mécontents d'Obama se sont précipités dans ses bras. Ça s'est vu en Égypte avec le maréchal Sissi qui était très très en froid avec les critiques américaines, enfin qui a très mal vécu les critiques américaines après le renversement de Morsi, qui a très très mal vécu avant même le soutien des États-Unis au processus démocratique et à l'élection des frères musulmans à la tête de l'Égypte. Ça s'est vu dans le Golfe, où on a très très mal vécu cette tentative de réconciliation avec l'Iran, où on a eu l'impression d'être lâchement abandonné, et puis mal vécu aussi en Israël, où on a vu les critiques sur la colonisation permanente par Kerry, Clinton d'abord, puis Kerry et Obama ont exaspéré Netanyahou. Et puis là-dessus, s'est ajouté l'accord avec l'Iran, qui a été vécu là aussi comme un lâchage. Donc tous ces gens-là se sont réjouis. Maintenant, dans les lignes de force de la pensée, ou pas seulement de la pensée, mais aussi des intérêts qui portent Trump, il y a quoi? Il y a ce que j'appelle une forme d'affirmation identitaire. L'islam, c'est pas notre tasse de thé, l'islam politique encore moins, etc.
La deuxième chose, c'est la démocratie n'est pas une priorité, ce qui le distingue beaucoup des gens de l'époque de Bush, hein, des néoconservateurs qui disaient la démocratie est la solution à tous les problèmes du monde arabe. Bon, ben, ils ont tenté l'expérience en Irak, ça a fini en catastrophe. Et puis, troisième ligne de force, c'est l'argent. Big money, cet argent des réseaux pétroliers, des grandes bandes d'affaires. Qu'est-ce que ça donne comme ennemi et comme allié dans le monde arabe? Et puis, je poserai ensuite une autre question à Christophe Schmitt. Est-ce qu'on peut prétendre se retirer America First, hein, se retirer des problèmes du monde? On n'est pas là pour régler tous les problèmes de tout le monde. Et puis, en même temps, dire on va écraser l'État islamique en un mois, et écraser, et même dire faire disparaître physiquement le terrorisme islamique, je crois, c'est ce qui était dit dans son discours d'investiture. Mais d'abord, peut-être Fathia, sur les lignes de force et puis comment on se positionne par rapport à ça. Ouais. Alors, bon, tout d'abord, c'est vrai que tout ce qui peut faire oublier la période Obama a été accueilli avec vraiment, ça a été une très très bonne nouvelle pour les dirigeants du Golfe. Hein. Maintenant, ils sont quand même dans l'expectative parce que, évidemment, le fait de déclarer la République islamique d'Iran comme l'ennemi, vraiment, hein, l'administration Trump est très hostile à l'Iran, donc ça, et surtout, l'administration Trump semble, même si pendant la campagne Trump a déclaré qu'on a signé l'accord le plus catastrophique au monde, etc., il n'est pas tellement revenu sur cet accord sur le nucléaire. Il met l'accent surtout sur l'interventionnisme de l'Iran dans la région et les effets désastreux que cela a eu. Donc ça, évidemment, c'est fait pour rassurer et beaucoup plaire aux monarchies, aux dirigeants, aux monarques du Golfe, et notamment aux Saoudiens, qui n'ont eu de cesse de pointer du doigt justement cette expansion de l'Iran dans la région, le fait que cet expansionnisme avait évidemment créé des fractures et renforcé les fractures en Irak, ne parlons pas de l'interventionnisme en Syrie, etc. Et aujourd'hui, visiblement, une activité moins directive, mais un soutien avéré, en tout cas, aux rebelles Houthis au Yémen. Donc cela, évidemment, ça rassure énormément ces dirigeants et ils voient d'un très bon œil cette ligne de force-là. Hein. C'est le premier point. Maintenant, c'est vrai que la déclaration sur la fin des deux États en concernant la Palestine, le fait de possiblement déplacer la capitale Tel Aviv vers Jérusalem, ça embarrasse énormément, évidemment, ces monarques, et notamment l'Arabie saoudite, qui est quand même la gardienne des deux lieux saints, et Jérusalem est la troisième ville sainte de l'islam. Donc ça, évidemment, ils sont quand même très, très embarrassés par cela. Et il y a très clairement des négociations, notamment avec les Jordaniens, et d'où la visite du roi de Jordanie, Abdallah, à Washington, pour essayer de faire comprendre justement à Trump, avec des mots simples, et de lui expliquer que ça pouvait être quand même, ça pouvait avoir des conséquences tout à fait désastreuses. Le dernier point, c'est plutôt la question que vous adressez, je crois, à Christophe, sur effectivement l'annonce de vouloir, comme ça, en 30 jours, éradiquer Daesh, alors même que l'administration Trump annonce totalement revoir, en tout cas, tout ce qui a été fait en Irak conjointement avec l'Iran et qui quand même a eu quand même des effets importants pour essayer de contrer Daesh, etc. Donc on se pose des questions, évidemment. Tout ça est très contradictoire, mais les dirigeants du Golfe, ce qu'ils voient d'abord, c'est que visiblement, que ce soit Trump ou son administration en général, et notamment cette batterie de généraux, ils ont quand même un discours assez cohérent sur l'Iran, et ça les rassure. Donc, Christophe Schmitt, est-ce que l'Amérique d'aujourd'hui, elle est isolationniste ou
je ne vais pas dire expansionniste, pas impérial, parce que ça, c'est, semble-t-il, fini, plus personne ne veut en entendre parler, mais interventionniste. Voilà. Est-ce qu'on peut... elle se retranche, elle fait des décrets sur ses frontières, elle construit des murs, elle préserve ses forces pour l'affrontement possible un jour avec la Chine. Et donc, pour ça, il ne faut pas aller épuiser les moyens et les hommes à aller combattre 3 terroristes dans le désert qui, après tout, sont très très loin. Ça, c'était le calcul d'Obama. Ou est-ce qu'il y a une telle peur du terrorisme djihadiste, enfin du projet djihadiste ou même par extension islamiste, mais là, qu'on essaye de régler tout ça définitivement avec cette illusion folle qu'on peut régler les problèmes militairement, uniquement. On a entendu un peu les deux choses dans la campagne. Effectivement, plutôt que l'Amérique n'avait pas à régler tous les problèmes du monde et qu'il fallait qu'elle s'occupe d'elle-même, qu'il fallait qu'elle s'occupe de ses emplois, qu'il fallait qu'elle s'occupe de ses frontières et qu'elle se protège. En annonçant vouloir détruire Daesh en 30 jours, on va évidemment dans l'autre sens. Ce qui est intéressant sur ce qui a été la participation américaine aux frappes en Syrie, c'est que ça n'a offert aux États-Unis aucune influence. Ils sont marginalisés dans le processus de négociation qui est tenu par les Turcs, dont on n'a pas encore parlé, et les Iraniens et les Russes, bien sûr. On peut imaginer que... Enfin, en tout cas, moi, je ne veux rien imaginer. Moi, je suis juste agencier, donc je m'accroche au factuel. Dans ce qu'on a entendu dire jusqu'à présent de la façon dont Trump envisageait les choses en Syrie, c'était voilà, on fait un deal avec Poutine. On fait un deal, on va s'y mettre à deux, on va taper très fort sur Daesh et on va les détruire. C'est porteur de nombreuses inconnues, c'est porteur aussi potentiellement étant donné la façon dont les Russes frappent sans beaucoup de discrimination, c'est porteur aussi de potentielles violences qui reviendront aux États-Unis par la voie d'attentats plus tard. Je vois pas comment les États-Unis peuvent se retirer complètement, et on parle même pas de l'Iran. Juste peut-être pour apporter un complément à ce que disait le professeur Laurence tout à l'heure, quand Obama a voulu cet accord nucléaire, il escomptait effectivement réintégrer l'Iran dans un jeu normal, etc. Il y avait quand même aussi l'aspect d'éviter la prolifération nucléaire dans la région, qui était là pour le coup une approche complètement multilatérale, mais je veux dire que ça soit en Égypte, que ça soit en Arabie Saoudite, etc., c'est aussi un enjeu. Et par rapport à ce que vous disiez sur le fait que le discours de Trump aujourd'hui sur l'Iran rassure ses alliés dans des monarchies du Golfe, nos reporters à Washington ont parlé à quelques experts aussi de ces pays-là qui étaient un peu plus nuancés en disant espérons qu'il ne va pas trop provoquer l'Iran non plus. Par exemple, sa volonté de revenir, d'insister à nouveau sur des sanctions pour les tests de missiles. Quand l'Amérique, d'ailleurs, d'Obama avait voulu maintenir en partie ces sanctions après la conclusion du deal à Vienne, et la Chine et la Russie et les Européens avaient dit non. On a instauré un certain nombre de sanctions en 2010 comme des carottes, et il faut peut-être pas pousser trop l'Iran et trop provoquer l'Iran. Et je pense que les voisins de l'Iran dans le Golfe sont parfaitement conscients de cet enjeu, quoi. Oui, non, mais c'est plutôt en termes d'interventionnisme régional de l'Iran. C'est ça qui le rassure. Ah, mais tout à fait. Mais évidemment, par exemple, détricoter l'accord nucléaire, ça, les pays du Golfe sont totalement contre. Hein. Ils l'ont accepté, cet accord. Et ils avaient très peur d'une guerre contre l'Iran, parce que
il y aurait eu forcément des impacts directs sur ces pays. Henri Laurence, est-ce que vous avez l'impression qu'on est revenu, je ne sais pas moi, au début des années 80, où il y avait une sorte d'administration Reagan qui était en guerre ouverte contre l'Iran, c'était le grand Satan, à l'époque de Khomeini, etc. Mais alors, bon, il y a beaucoup de points qui ne sont pas les mêmes, puisqu'il y avait l'URSS là-dedans, qui était l'ennemi principal. Aujourd'hui, Poutine est plus un partenaire potentiel. Ou est-ce que vous avez l'impression qu'on est revenu même, je ne sais pas, au Proche-Orient, au 19e siècle, au temps de la canonnière et des ingérences avec des puissances qui essaient de se tailler des zones d'influence, mais là où ça rapporte, pas dans les endroits où il n'y a rien à en tirer. Bon, difficile à dire. Il y a une dizaine d'années, j'avais déjà fait une protestation syndicale au nom des experts du Moyen-Orient, s'adressant aux acteurs politiques en demandant d'aller moins vite, parce que nous étions chargés d'expliquer leur comportement et qu'on n'arrivait plus à les suivre. Et depuis, ils ont plutôt encore accéléré le tempo. Et donc, je crois qu'eux-mêmes ont perdu le contrôle largement des événements. Quand le président Eisenhower avait quitté ses fonctions en janvier 1961, il a fait un célèbre discours d'adieu dans lequel il avait évoqué le complexe militaro-industriel, et c'était un discours d'avertissement. Aujourd'hui, ce complexe est encore puissamment élargi. C'est plus le militaro-industriel, il faut y ajouter la finance, et il faut ajouter les services de renseignement. Et donc, dans la logique de la politique américaine, on risque d'avoir un combat à la fois feutré mais frontal entre un complexe qui a sa rationalité et un président qui a son irrationalité et qui joue sur une opinion publique qui est elle-même relativement irrationnelle. Donc, c'est un bon résumé. Et donc, bon, pour un historien, ça va être fascinant à étudier. Pour les gens sur place, c'est plus embêtant de ce côté-là. En fait, tout le monde essaye de faire des paris sur un retour de rationalité dans la prise de décision américaine. C'est-à-dire que l'administration découvre qu'on ne peut rien faire au Moyen-Orient comme toutes les précédentes, en fait. Parce qu'à la limite, dire la solution de deux États, ça ne marche plus. Ça fait des décennies que ça ne marche plus. Il a déclaré une évidence, simplement en déclarant que le roi est nu, il oblige les autres éventuellement à bouger. Alors on pourrait considérer que c'est une position rationnelle de sa part, alors qu'en fait c'est totalement irrationnel. Disons qu'on n'a pas l'impression qu'il est... Pour rentrer sur le dossier israélo-palestinien, qui notamment, par exemple, en Europe, a beaucoup d'écho, enfin, tout a beaucoup d'écho en Europe de ce qui se passe au Proche-Orient aujourd'hui. Mais prenons le dossier israélo-palestinien, le fait qu'un président américain dise un État, deux États, c'est comme vous préférez, si vous vous mettez d'accord sur un, je ne vois pas bien comment il pourrait se mettre d'accord sur un, enfin, c'est si vous voulez un, puisqu'il parle à Netanyahou ce jour-là, enfin, j'imagine pas les Palestiniens dire oui, nous souhaitons un État. Ou alors on parle du projet, je ne sais pas, idéal de Mahmoud Darwish. Il y a déjà un député arabe israélien qui a dit que dans ce cas-là, il serait Premier ministre. Voilà. Mais je ne pense pas que c'était ça qu'il avait en tête, ni Netanyahou d'ailleurs. La question, c'est que lorsqu'il dit ça, qu'est-ce que ça change? C'est une façon de dire, bon, ben, cette solution à deux États n'est plus... il l'a dit de manière totalement légère. C'est comme s'il parlait de vente d'appartements en duplex ou sur un seul palier. Mais en même temps, je suppose qu'il y a des gens autour de lui qui savent ce qu'ils font. Et notamment son gendre, quand je dis qu'ils savent ce qu'ils font, qui ont une idée précise. Qu'est-ce qui peut être proposé lorsque on commence à rentrer dans la solution de un État? On considère que les Palestiniens n'existent plus, ou alors qu'ils se satisferont d'une forme d'autonomie en Cisjordanie. Quant à Gaza, ça reste une sorte de vaste prison. Aux auditions
je crois, qui ont été faites pour le futur ambassadeur. Il y a un sénateur qui lui a posé la question, qui lui a dit, si un seul État, il faut que les Palestiniens aient la totalité des droits politiques. Et l'ambassadeur a été obligé de répondre oui, parce qu'il ne peut pas répondre non. Donc, en quelque sorte, la solution de l'État unique, elle est déjà condamnée en soi, parce que c'est une contradiction d'avoir un État unique et un État du peuple juif. C'est simplement une réalité numérique et pas autre chose. Non, ce que je crois qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, il faut voir avec l'OTAN, etc. L'alerte qui est donnée aux Européens est une bonne alerte. Parce que quand Trump dit qu'il faut que les Européens s'arment, ça faisait des années qu'on faisait le contraire. Alors on faisait du soft power, et puis bon, on avait la déclinaison des porte-parole de Quai d'Orsay. La France s'inquiète, déplore, appelle à la retenue. Bon, vous avez le récital, on appuie sur le bouton, etc. Bon, maintenant, les Européens, ils sont au pied du mur parce que d'une part, ils ont des millions de réfugiés à leur porte. Il y a 2 500 000 réfugiés en Turquie à l'heure actuelle. Donc pour l'instant, les Turcs les arrêtent, mais si on se rebrouille avec les Turcs, la mer Égée va commencer de nouveau à grouiller de cadavres. Et puis, il y a le fait que l'Europe est obligée de se réarmer à la fois à cause des questions du Proche-Orient, à cause des pressions américaines, et puis à cause de la situation en Europe centrale et orientale, de l'Ukraine, etc. Donc là, évidemment, ça ne va pas avoir une influence immédiate dans les 3 mois ou dans les 6 mois, mais on est en train de réenclencher un processus de réarmement de l'Europe qui pourra avoir des conséquences de longue durée sur le XXIe siècle. Oui, mais sur nos amis palestiniens. Sur les Palestiniens, ça ne changera strictement rien. Je veux dire. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui, officiellement, dans ces think tanks, dans des administrations, ont écrit des papiers sur quelle pourrait être une solution à un État israélien, clairement? Ils l'ont dit. Soit vous faites un État de tous les citoyens, mais ce n'est plus un État du peuple juif, soit vous faites l'apartheid. Il n'y a pas de solution. Alors, ce que Netanyahou ou les proches de Netanyahou peuvent envisager, c'est de faire des Palestiniens des étrangers sur leur propre sol, ce qui fantasme, parce qu'évidemment les Jordaniens ne voudront jamais, c'est de donner la nationalité jordanienne à tous les Palestiniens, donc ils seraient des résidents étrangers sur le territoire de l'État d'Israël. Ça, c'est un peu le type de piste que Netanyahou ou ceux qui sont encore plus à droite de Netanyahou, des gens comme Bennett, notamment, envisageraient. Mais jamais les Jordaniens ne feront ça. Encore à l'époque du roi Hussein, Hussein avait la nostalgie de l'époque où il allait à Jérusalem et où la Cisjordanie faisait partie de son royaume. Mais Abdallah, lui, il a compris depuis longtemps qu'il a tout intérêt de se désengager au maximum des Palestiniens, sauf sur Jérusalem, parce que les revendications jordaniennes sur Jérusalem, en tant que lieu saint, font partie du fonds de commerce de la monarchie hachémite. Après la question de Jérusalem, des 2 États et de la Palestine, je voudrais évoquer un autre paramètre qui est le pétrole. J'ai l'impression que Trump, et il le fait sur d'autres sujets, parle du pétrole comme s'il vivait dans les années 80. C'est-à-dire, c'est la matière première la plus précieuse, importante, etc. Est-ce que c'est réellement le cas encore aux États-Unis, ou est-ce que Dominique Schmitt, il ne prend pas en compte 2 révolutions qui ont eu lieu et sont en train... Enfin, l'une a eu lieu et l'autre est en train d'avoir lieu. La première, c'est celle du fait que c'est celle des pétroles de schiste, c'est-à-dire que les États-Unis sont aujourd'hui le premier producteur mondial, ou en tout cas l'ont été l'année dernière, c'est à peu de choses près. Et ont la capacité, en tout cas, à l'être largement si jamais le baril remontait. L'autre révolution, c'est celle de la transition énergétique que beaucoup d'entreprises américaines ou d'États américains ont engagé, la Californie, toute la côte ouest, etc., et beaucoup de très très grandes entreprises qui sont parties sur la voiture électrique
etc. Est-ce que Trump est un homme du passé? On dirait ou est-ce que le pétrole reste dans les 20 années à venir la matière, celui qui détient le pétrole détient le pouvoir, quoi. Et pas seulement le pétrole, mais les voies par lesquelles il passe, donc les détroits, Oui, je crois qu'il faut éviter une confusion entre la sécurité des approvisionnements pétroliers, qui est la stratégie américaine depuis 1945, et l'accès au marché. Les Américains, ils achètent le pétrole sur le marché. C'est le marché qui fixe le prix du pétrole. Ce ne sont pas les États-Unis. Mais en revanche, c'est les États-Unis qui contrôlent militairement les accès au pétrole. Donc à la fois, ils assurent la sécurité, donc ils permettent au marché de fonctionner. Et puis, la case en dessous, c'est que si quelqu'un s'attaque aux États-Unis, il n'a plus de pétrole. En clair, s'il y a un conflit entre la Chine et les États-Unis, ben la Chine n'a plus de pétrole parce que le robinet est coupé par les Américains. C'est ça la question. Alors, l'autre point aussi, c'est qu'il y a des déplacements géographiques du pétrole. Vous pouvez parler de l'Arctique aussi. Hein. Oui, non, mais tout simplement Méditerranée orientale. Le gaz et le pétrole qui sont actuellement en large du Liban, de Chypre, d'Israël et de l'Égypte. C'est là les nouveaux réservoirs à destination de l'Europe et ailleurs. Et ça va peser lourd dans l'avenir, ces chantiers. Enfin, ça commençait à entrer en exploitation. Au passage, ça fait sauter ce fantasme stupide qui règne sur les réseaux sociaux que la guerre de Syrie est une manœuvre du Qatar pour faire passer le gaz en Méditerranée, parce que de toute façon, le gaz, il est déjà en Méditerranée. Pour vous répondre, Christophe, je pense que c'est un point sur lequel Trump est sans doute moins en décalage avec le Parti républicain que ce qu'il a été sur beaucoup d'autres sujets, c'est-à-dire cette propension finalement très américaine à aller piocher dans la corne d'abondance, et c'est valable pour le pétrole aussi, mais de la même façon, comme vous l'avez dit, il y a aussi aux États-Unis d'énormes investissements dans des énergies plus propres, et il y a une véritable tension aussi, probablement, enfin, en tant que sujet politique sur ces aspects. Après, tout va dépendre du cours du pétrole. Comme le professeur Laurence l'a dit, ce n'est pas les États-Unis qui le fixent. Non, c'est le marché. Mais alors, pour ce qui est du gaz de schiste, c'est que lorsque le prix baisse trop, le pétrole de schiste n'a plus aucun intérêt. Exactement. Exactement. Oui, sauf que ça, c'était le calcul justement d'Ali Noaimi, le ministre du pétrole saoudien, pardon, mais qui a en partie échoué. Parce que, certes, plus le prix du pétrole baisse et plus, effectivement, ceux qui explorent le pétrole de schiste perdent de l'argent, mais ils ont sous-estimé la capacité d'innovation de ces compagnies. Et ils ont considérablement baissé les coûts. Et aujourd'hui, ce pétrole de schiste est financiarisé, si vous voulez. Donc, de plus en plus, je pense... c'est le marché financier, hein. Il y a un retour sur investissement qui sera considérable. Donc, c'est pourquoi, à terme, l'OPEP risque effectivement son poids dans la régulation du marché, etc., sera de moins en moins pertinent. Donc, je pense que cet aspect-là est certainement aussi calculé au sein de l'administration Trump. Il ne faut pas oublier que son ministre des Affaires étrangères, c'est Rex Tillerson, l'ancien Nixon, et donc j'imagine que c'est un des paramètres aussi importants. Et puis, dernier point, dans sa campagne électorale, Trump a expliqué aux pauvres mineurs de charbon que c'était la faute des méchants écologistes qu'on fermait les mines, alors qu'en réalité, ce n'est pas les méchants écologistes qui font fermer les mines, c'est tout simplement le gaz de schiste qui fait fermer les mines. Et donc là, c'est irrémédiable, c'est-à-dire qu'il va... Et à un moment ou à un autre, une partie de son électorat va voir qu'on s'est complètement foutu de leur gueule. Ouais, le plus étonnant, c'est un reportage qu'on a publié dans Le Monde le week-end dernier, c'est qu'il reste extraordinairement populaire auprès de son électorat qui sait qu'il ne remplira pas
une bonne partie de ses promesses, mais qui dit oui, mais au moins, il secoue le cocotier, il vous insulte, vous les médias. Quand on va voir les gens, c'est ce qu'ils nous répondent, hein, clairement. Enfin, un type qui nous parle comme nous. Et comme il parle tout le temps, ben on a l'impression qu'il fait des choses. Voilà, les gens ne tiennent pas ce raisonnement-là. Ils disent, on a l'impression qu'il fait des choses. Donc, un niveau de popularité bien plus élevé que, en tout cas dans le cœur de son public, que ce que laisse à penser des sondages relativement mauvais au niveau national. Mais le problème, c'est que cette élection, il a été relativement mauvais au niveau national et qu'il l'a remporté quand même. Parce qu'il on a vu ce qu'il fallait penser des sondages dans nationaux. Cette élection. Voilà, il a remporté ce qu'il fallait, là où il fallait. Pour revenir à cette région, Fathia Dazi, quels sont ses points d'appui, ses alliés? Israël, c'est évident. Il est évident à l'opposé que l'Iran, c'est pas du tout son ami. Mais c'est qui ses amis dans le monde arabe? C'est-à-dire à Trump? À Trump, oui. Dans le Golfe, déjà. Apparemment, si on fait un petit peu une cartographie de ces investissements, et c'est vrai de ces hôtels, etc., très clairement, Dubaï, Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite, ce sont des pays... donc là, on rentre aussi dans l'aspect aussi conflit d'intérêts. Hein. Donc, en termes d'investissement, c'est clairement ces pays-là qui sont ses amis. Si c'est comme ça, en tout cas, qu'ils... Mais les Iraniens aussi disent que, puisque c'est un homme d'affaires et qu'il a certainement un certain niveau de pragmatisme, il comprendra très bien que le plus grand marché et le marché le plus porteur, ce sera l'Iran, avec 80 millions d'habitants et une vraie classe moyenne, etc. Seulement... moi, j'ai l'impression quand même que, contrairement aussi à ce qu'on dit, c'est qu'il y a un peu d'idéologie dans cette hostilité à l'Iran de la part de l'équipe Trump. Hein. On le présente comme voilà, quelqu'un qui aime faire des deals, qui est pragmatique, etc. Mais cette hostilité vis-à-vis de l'Iran, elle est totalement... alors, soit c'est de la phobie, soit c'est irrationnel, soit c'est quelque chose d'idéologique. C'est profondément ancré. On considère vraiment que l'Iran est... il a même dit, c'est le premier foyer du terrorisme, quand même. Oui, mais il dit tellement de bêtises. Enfin, pardon, je veux dire, il dit beaucoup de choses qu'il contredit lui-même le lendemain. Et... Moi, j'ai l'impression qu'il y a dans le monde arabe un modèle de dirigeant qui lui plaît, qui est Abu Dhabi, Le Caire, c'est-à-dire des autocrates, clairement, qui... ont un contrôle fort, sécuritaire sur leur société. Ça ne le gêne pas dans ce cas que ce soit des gens extrêmement conservateurs sur un plan religieux. C'est-à-dire que si on regarde de près en Égypte, ne fait pas la preuve d'un progressisme, je ne vais même pas utiliser le mot laïcisme parce que c'est absurde en Égypte, mais d'un sécularisme réel. C'est au contraire une sorte de conservatisme paternaliste, très autoritaire. Et j'ai l'impression que c'est un peu le modèle Abu Dhabi aussi. C'est-à-dire que nous sommes des gens forts, respectables, et l'islam politique est interdit. En revanche, l'islam est quelque chose de très important. C'est des traditions, c'est l'interdiction de boire, je ne sais quoi, etc. Peu importe. Mais, et on le voit aujourd'hui en Libye. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est très tenté par Trump. C'est le général Haftar, qui est très actif dans la région de l'Est, la Cyrénaïque, Benghazi, et qui vient d'interdire sur tout son territoire, parce qu'il a une alliance avec les salafistes non politiques, les salafistes matralistes, comme on dit, quiétistes. Il vient d'interdire aux femmes de voyager seules sur toute la région de l'Est qu'il contrôle. Ce qui n'en fait pas un grand progressiste, quoi. Mais est-ce qu'il y a une sorte de modèle comme ça? C'est un peu Saddam Hussein au temps de... c'est Saddam Hussein au temps des campagnes pour la foi. Il y a un enjeu immédiat actuellement, c'est savoir si on met les frères musulmans dans la liste des terroristes ou non.
Et on en discute à Washington, il y a des pour et des contre. Je ne sais pas comment cette affaire, encore une fois, va se régler. Bien évidemment, les Émirats... les Émirats et l'Égypte poussent, j'imagine, à ce genre d'interdiction. Mais par contre, l'Arabie Saoudite ne pousse pas. Oui, puis il y a aussi un acteur important, c'est la Turquie d'Erdogan. Où on a affaire à un autocrate. Un autocrate qui, lui, est un islamiste, islamo-conservateur bien établi. Et c'est quand même aussi une figure qui semble un petit peu intéresser également le président Trump. Donc... Oui, quoi qu'il a, les Turcs se plaignent du fait qu'il a mis quand même plus que 3 semaines à appeler Erdogan. Et ce qui m'étonne un peu aussi. Est-ce que... quelle implication aurait l'interdiction, enfin pas l'interdiction des frères musulmans, le fait de décréter les frères musulmans mouvement terroriste aux États-Unis? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont une sorte de réel réseau caritatif et de financement qui passe par les États-Unis et qui comprend une myriade d'ONG qui étaient un peu le poumon en exil du mouvement. Oui, mais c'est évident. L'islam politique est financé en partie par le système caritatif des musulmans américains. Et à chaque fois qu'on met un groupe sur la liste terroriste, c'est surtout pour couper des lignes de financement. Mais inversement, si vous les mettez sur la liste, vous ne pouvez plus discuter avec eux. Et donc, vous perdez le contrôle, la possibilité de pression, de faire passer des messages. Et ainsi de suite, c'est toujours... c'est pour ça que les pragmatiques disent qu'il ne faut pas, tandis que les dogmatiques... et puis les pragmatiques, ils disent les frères musulmans, ils ne sont pas vraiment dans le terrorisme, c'est les déçus des frères musulmans qui sont passés aux terroristes. Donc si vous mettez les frères musulmans dans la liste des terroristes, vous allez avoir une nouvelle vague de gens qui vont rejoindre les mouvements terroristes. Mais ça, c'est aussi entretenu par cette grille de lecture dès le départ. Vous disiez au début, c'est cette confusion des genres entre djihadisme et puis islam politique. Hein. Donc on rentre complètement dans cette confusion des genres. Il faut espérer qu'effectivement... l'expérience du pouvoir montrera que il y a beaucoup d'États arabes, de dirigeants arabes qui à mon avis, tenteront de convaincre et de parler et de dissuader. Parce que les Émirats arabes unis et Sisi d'Égypte, ce sont les deux grands fers de lance pour pousser, mais ils sont assez isolés quand même. Par rapport à des pays comme... non pas qui défendent les frères musulmans, mais qui du moins voudraient qu'ils aient une forme d'existence autorisée minimale. C'est qui? C'est l'Arabie Saoudite, la Jordanie et j'imagine la Turquie. Les pays du les pays du Maghreb, c'est vrai qu'on n'en parle pas parce que c'est un peu éloigné des enjeux, mais il y a également cela. C'est vrai que l'Arabie Saoudite n'est pas très favorable aux frères musulmans, mais... par exemple, dans le conflit qui l'opposait au Yémen, très clairement, ils ont compris qu'il fallait absolument rediscuter et renégocier avec Al-Islah. Ce dont les Émirats arabes unis ne sont pas du tout d'accord. Qui est le parti représentant les frères musulmans. Voilà, issu des frères musulmans. C'est un parti hybride, au départ salafiste, mais c'est les frères musulmans de la péninsule arabique. Une sorte de mouvement sahwiste comme il existe en Arabie. Et c'est vrai que l'expérience des attentats aussi en Arabie Saoudite entre 2003 et 2006 a prouvé qu'il fallait quand même, ils avaient compris, les Saoudiens, qu'il fallait une certaine tolérance quand même avec ces mouvements sahwistes qui sont légalistes, hein, comme disait Henri, et qui sont plus facilement canalisables parce que... Pas reconnu, mais en tout cas au moins toléré. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, ce serait vraiment une catastrophe si les États-Unis décidaient d'inscrire l'organisation des frères musulmans sur la liste. Mais c'est vrai que, par exemple, les Émirats arabes unis avaient été assez loin, parce qu'ils étaient venus en Europe
faire cette espèce de lobbying. Oui, notamment auprès de la Grande-Bretagne et de la France. La France, et puis Angela Merkel, où elle avait très clairement fait comprendre au ministre émirati qu'il était sympathique, mais que la politique en Allemagne ne concernait que les Allemands, et qu'il ne s'agissait absolument pas d'interdire une organisation comme celle des Frères musulmans en Allemagne. Mais ils sont très, très offensifs. Et alors, inversement, dans la prise de décision américaine, encore une fois, bon, c'est une inconnue, mais la montée des gens qui viennent de la contre-insurrection, du général Petraeus, du CENTCOM, et qui sont actuellement au Conseil de sécurité nationale. Alors oui, qu'en même temps, le département d'État est complètement paralysé. Le nombre de démissions fait que le département d'État est paralysé et que le Conseil de sécurité nationale, qui est le rival traditionnel depuis Truman du département d'État, lui, est un peu plus complet que le département d'État pour l'instant. Oui, avec le fait que Bannon, donc ce conseiller très idéologue, très à droite, et qui est un grand théoricien du clash des civilisations, voire du clash des religions, a bâti au sein même du Conseil de sécurité nationale sa propre structure de conseil qui, elle, est truffée de gens un peu à son image, qui sont des gens clairement des adeptes de la guerre civilisationnelle. C'est-à-dire, il y a des grandes aires et des gens qui sont irréconciliables. Le problème, ce n'est pas les islamistes ou les djihadistes, le problème, c'est l'islam qui, en soi, porte de la violence. Enfin, je résume leur pensée, hein, parce que je vous invite notamment à lire le portrait d'un certain Gourka, qui est l'un des conseillers de Bannon et qui est aujourd'hui au Conseil de sécurité nationale et dans cette petite structure que Bannon a bâtie et dont Bannon a réussi à, en plus, pérenniser sa présence dans le comité permanent du Conseil de sécurité nationale et écarter la présence permanente des deux principaux concernés, le chef d'état-major et le chef du renseignement, qui ne seront consultés que ad hoc. Mais effectivement, ça va être intéressant de voir toute cette génération de généraux qui ont expérimenté l'échec, ou du moins les difficultés, en Irak, en Afghanistan, qui savent comment on ne peut pas... enfin, qu'il faut gagner les cœurs pour pouvoir gagner une guerre, qu'on ne peut pas, en bombardant par les airs, régler les problèmes, qui sont aujourd'hui, ils arrivent tous au poste de commande. Donc, ça aura sûrement un effet. Je vous propose peut-être de donner un peu la parole, enfin, d'ouvrir des questions pour la salle. On a encore 15 minutes. Ceux qui veulent se manifester, il y a un micro qui va peut-être circuler. Et je vous demanderai par contre de faire des questions relativement brèves et pas forcément des prises de position pour laisser la place à tout le monde de s'exprimer, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur? Voilà, si vous pouvez dire un peu à qui vous adressez votre question, ça serait gentil. Bonsoir. Je l'adresse à tous les quatre, à qui voudra bien répondre. Je me demandais si l'impulsivité et l'absurdité de ce que raconte Trump parfois n'est pas un avantage, en fait, un atout, dans le sens où il est totalement décrédibilisé par rapport à la parole que pouvait véhiculer Obama avant lui. Un avantage, vous voulez dire dans quel sens? Dans le sens où il est plus écouté à l'international par les différents gouvernements de la zone. Vous voulez dire il est plus écouté ou il n'est plus écouté? Il est plus écouté, plus du tout. Ah. Il est plus crédible. Et en quoi ça serait un avantage? Disons que les propos qu'il peut tenir ne sont plus écoutés, peut-être. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que sa parole est encore crédible? Est-ce qu'il a encore une influence? Pardon, oui, je vais répondre. Je ne sais pas du tout si sa parole est jugée crédible ou pas crédible par les alliés des États-Unis dans la région.
ce qui est sûr, c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que aujourd'hui, les États-Unis, qu'ils le veuillent ou non, ont un rôle très, très important encore dans tous les grands enjeux de la région. Après, je ne vois pas en quoi ce serait un avantage et pour qui que Trump ne soit plus entendu. Il peut y avoir l'avantage d'être imprévisible, je ne sais pas. Mais oui, il a un peu théorisé ça. Il a dit avec moi, ça va être l'imprévisibilité. Bon, le problème, c'est que l'imprévisibilité, mêlée à l'incohérence, ça fait beaucoup. Mais je ne sais pas si Trump est crédible ou pas. Je sais que, pour vous répondre, il y a des critiques extrêmement virulentes que sont exprimées par les dirigeants ou représentants diplomatiques que je peux rencontrer. Maintenant, ils vous disent aussi que de toute façon, quoi qu'ils disent, le président des Américains, le président des États-Unis, il faut l'écouter. Vous ne pouvez pas ne pas l'écouter, parce que ça reste la première puissance du monde, parce qu'ils ont une influence politique, militaire, économique, culturelle inimaginable sur l'ensemble de la planète. Alors, par exemple, en France, vous avez un président qui a été assez virulent dans ses réponses, mais bon, qui n'a pas l'intention d'entretenir une relation de travail longue avec Trump, dans la mesure où il va lui-même partir à la fin du mois de mai. Et voilà, mais je pense que vous ne pouvez pas ne pas écouter le président des États-Unis, même lorsqu'il dit n'importe quoi. Après, souvent vous rappelez son secrétaire à la Défense, son conseiller, votre l'ambassadeur, pour dire mais ai-je bien compris quelle est votre position. On l'a vu sur la question des deux États, il a fait cette conférence de presse un peu ubuesque, et le lendemain, ou le surlendemain, interrogé, l'ambassadrice américaine à l'ONU, au Conseil de sécurité, a dit non, vous n'avez mal compris, notre position c'est les deux États. Donc là, elle a repris le cadre habituel, classique. Est-ce qu'il y a un partage des rôles, et lui jette des ballons d'essai, puis il voit ce qui marche pas, etc. Et elle reste sur on rassure, on développe la position classique. Je ne sais pas. Pour l'instant, ça fonctionne comme ça. D'autres monsieur là-haut, peut-être? Ah, pardon, j'avais pas vu, il y a beaucoup de gens à gauche. Il y a madame, voilà, juste devant vous. Bonsoir. Pareil, je pose ma question à vous quatre, s'il vous plaît. Ma question, c'était de... Vous vous rendez compte, je me rends compte de toutes les manières en suivant un peu les réseaux sociaux, qu'au Maghreb, il y a un grand soutien de Trump, notamment en Tunisie, où les gens ont souffert du parti islamiste Ennahda. Pareil aussi en Égypte aussi, parce qu'ils ont souffert du pouvoir islamiste de Morsi. Est-ce que vous comprenez la légitimité de ce soutien de Trump? Mais vous parlez d'un soutien populaire ou de dirigeants? Populaire, oui. Oui, soutien populaire. Pour le cas algérien que je connais un peu, les autorités étaient surtout contents de voir que Mme Clinton avait échoué. Maintenant, le soutien populaire, moi, j'avoue que je ne suis pas les réseaux sociaux sur le Maghreb, mais je suis un petit peu surprise parce que quand même si les dirigeants les dirigeants arabo-musulmans ont très peu réagi, ou en tout cas, c'est un silence assez assourdissant au Muslim ban, les populations quand même ont été assez choquées par cette mesure. Maintenant, quand vous dites l'Égypte, moi je crois que c'est surtout, je ne connais pas évidemment l'état de l'opinion publique égyptienne, mais comme l'a très bien dit tout à l'heure Christophe, c'est vrai que c'est le côté un petit peu autocrate, Sisi, etc., tous ces dirigeants assez autocrates
qui sont un petit peu rassurés de voir que le nouveau président américain ne s'ingérera pas dans leurs affaires en ce qui concerne droits de l'homme, activistes militants, etc., se sont rassurés. Maintenant, l'opinion publique égyptienne concernant l'arrivée de Trump, moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression que l'arrivée de Trump a réactivé la division terrible qu'il y avait eu en Égypte en 2013 au moment du coup d'État, ou alors de la révolution. Ça dépend de quel plan, dans quel camp vous placiez. C'est-à-dire au point que d'ailleurs on ne pouvait pas dire coup d'État pour les uns et on ne pouvait pas dire révolution pour les autres. Mais j'ai l'impression que l'arrivée de Trump a ravivé les clivages qui s'étaient un tout petit peu apaisés et qui étaient nés non pas des printemps arabes, mais des processus électoraux qui avaient suivi les printemps arabes, dans des sociétés peu préparées à des élections multipartites, directement libres et avec le gagnant prend tout. Et que ça avait vraiment fait émerger deux blocs très hostiles l'un à l'autre. On l'a trouvé en Libye, on l'a trouvé en Égypte, on l'a trouvé en Tunisie, on l'a trouvé pendant la guerre civile en Algérie. Mais il y a tout un public qui est très enthousiaste en disant enfin un type qui dit les choses, etc. Il y en a marre de cette région qui ne marche pas, mais il y a aussi tout un public qu'on ne peut pas ignorer, qui est peut-être moins francophone, qui écrit sur les réseaux sociaux probablement beaucoup plus en arabe, et qui est islamiste, sympathisant islamiste, ou pour qui l'islam politique est une référence. Ennahda a gagné une fois les élections, les a perdues une fois, mais n'a jamais été non plus tellement haut et tellement bas qu'il avait accaparé 80% des sièges où il a disparu. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il est même redevenu le premier parti au Parlement, dans la mesure où le parti d'en face est en train de se fracturer. Donc vous ne pouvez pas faire disparaître ces gens-là du jour au lendemain. Or, Trump, comme d'autres populistes en Europe, en France notamment aussi, réactive cette espèce d'idée qu'il y a deux camps et qu'ils ne peuvent pas vivre l'un avec l'autre, comme on a vécu au Liban après 2005, hein, pro-syrien, anti-syrien. Et c'était vraiment les autres, il faut qu'on les jette à la mer, il faut qu'ils disparaissent, on ne peut plus vivre avec. Si on vit sur cette idée-là que les autres doivent se convertir à votre idéologie ou disparaître, ça pose toujours un problème dans des sociétés quand même très fragiles, où en plus les conditions économiques ne sont pas géniales. Ça, c'est mon point de vue. Vous ajouterez que Trump prive les régimes autocrates de leur excuse habituelle, que c'est la faute du complot américain. Sisi avait expliqué, Obama, les frères musulmans, c'était soutenu par les Américains, Erdogan tenait le même discours. Bon, s'ils deviennent amis de Trump, ils n'ont plus le complot américain pour expliquer leurs problèmes sur place. C'est frustrant quand même. Peut-être une autre question, la dernière. Alors, au pif, je ne sais pas. Monsieur, voilà. Bonsoir. Vous avez expliqué qu'au niveau de la doctrine, c'était encore en construction. Mais est-ce qu'on peut rattacher les thèses d'Huntington avec les affrontements de civilisation à l'entourage de Trump ? Je vais commencer. Pour ce que j'en ai lu, il y a dans la mouvance Bannon, hein, et son équipe, ainsi que des gens comme... Mais alors, j'ai moins étudié Miller et Sessions. Vous avez deux lignes, hein, une ligne pragmatique et une ligne dure, à laquelle on rattache en général Bannon, Sessions, le sénateur de l'Arizona qui est devenu ministre de la Justice, et Miller, qui lui a plus des fonctions juridiques, je crois, et qui est notamment l'un des penseurs du Muslim Ban, enfin l'un des concepteurs du Muslim Ban. Mais si on veut prendre le plus emblématique d'entre eux, Bannon, il faut le lire. Bannon, lui, annonce clairement qu'il va y avoir nécessairement, à un moment, un conflit entre l'islam et le christianisme. Et que le christianisme porte des valeurs de tolérance, d'ouverture, etc. Et c'est ce qui nous a bâtis, nous. Et l'islam, ce qui les a bâtis, eux, est incompatible avec nous.
Donc, d'abord, ils ne peuvent pas s'intégrer, ils ne peuvent pas vivre chez nous, et à un moment, comme leur visée, pour lui, les djihadistes, ce n'est pas une déformation complètement malade d'une religion devenue idéologie politique. Pour lui, c'est l'avant-garde d'une religion qui est qui a toujours été une idéologie politique de domination. Voilà, c'est ça sa vision. Et ça, il y a des écrits, vous pouvez y reporter, c'est assez intéressant. Enfin, intéressant, c'est en tout cas édifiant, faut les lire. Gourka, c'est Alexandre Delval, en France. C'est exactement la même chose. C'est, je ne sais pas si vous avez lu Alexandre Delval, il y a une hostilité foncière dans l'islam à l'existence de quiconque autre. Et donc, chacun va devoir ou se soumettre ou disparaître. Ça, ces gens-là l'ont écrit. Gourka, ce qui est assez intéressant dans son parcours, c'est que c'est un type qui est vu comme pas très sérieux, un peu foireux, un peu extrémiste, etc., mais qui quand même fait son chemin de think tank en think tank et finit par enseigner dans le collège des Marines, où il forme beaucoup d'officiers à cette idéologie-là. Donc, c'est un type qui avait fait un petit chemin et puis qui s'est retrouvé propulsé de think tank, de seconde zone et de profs un peu contestés d'un collège militaire à suractif. En revanche, c'est un type qui écrit énormément, qui se déplace énormément, qui tweet énormément, qui s'est retrouvé à la Maison-Blanche. Vous avez son profil aujourd'hui dans le Washington Post. C'est fascinant. Son père était ce qu'on n'apprend pas dans l'article d'ailleurs. Son père était un opposant anticommuniste en Hongrie. Ce qu'on n'apprend pas dans l'article, c'est qu'il avait un passé nazi. Il faut lire ces gens-là. Donc, c'est huntingtonien au sens large. Alors, deux choses. D'abord, le système politique américain, en particulier dans le domaine des affaires étrangères, est fondé sur justement l'arbitrage entre plusieurs lignes politiques à la fois. Nous avons toujours du mal à comprendre le système américain en disant qu'il tire toujours à U et à Dia, etc. Alors qu'en fait, à part quelques cas comme George Bush, le père, où il y avait harmonie des lignes politiques, traditionnellement aux États-Unis, vous avez plusieurs lignes politiques, ce qui permet au président des États-Unis de décider, parce que c'est lui qui arbitre entre les lignes politiques. Donc il n'y a pas du tout un effet d'incohérence, mais au contraire de système cohérent dans la pluralité des lignes. Le second point, c'est que les gens s'inquiètent sur la capacité du président actuel des États-Unis de lire des textes plus longs de 140 caractères. Ce qui pose quand même un problème par rapport au mémorandum qu'il est censé pouvoir lire, parce qu'apparemment sa source principale d'information, c'était le cas encore la semaine dernière, c'était Fox News. Ce qui lui a permis d'annoncer une sorte d'attentat en Suède qui n'a pas eu lieu. Donc, même Reagan, qui parfois s'appuyait sur une littérature de troisième zone, avait une cohérence. Et d'ailleurs, Reagan lisait les mémorandums, il avait même un journal personnel qui a été édité depuis et qui est tout à fait intéressant comme source d'information pour les historiens, qui ont montré que le personnage était beaucoup plus complexe et beaucoup plus cohérent que les caricatures qui en avaient été faites. Tandis que là, vraiment, on est devant le chaos. Je veux dire, si vraiment le monsieur ne peut pas dépasser une lecture de 140 caractères, là, on commence à avoir quelques problèmes. Christophe Schmitt, peut-être? Non, juste pour aller dans votre sens, le Wall Street Journal, la semaine dernière, a publié une enquête, après avoir parlé à des sources dans les services de renseignement, FBI, la CIA, etc., des anciens et puis des gens qui sont actuellement en fonction et qui expliquaient qu'ils ne donnaient pas l'intégralité des informations dont ils disposaient au président Trump et qu'en particulier, ils ne l'informaient pas du contexte dans lequel certaines informations étaient recueillies parce qu'ils pensaient que ça pouvait présenter un danger.
Voilà. Donc ça a été contesté, bien sûr, mais on a affaire à un journal sérieux quand même. Mais pour compléter et conclure ce que disent Christophe et Henri Laurence, moi j'ai souvent rencontré des dirigeants arabes ou des diplomates arabes qui me disent mais je comprends rien, les Américains me disent un jour ça et puis un autre dit autre chose. Et effectivement, c'est une chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre, surtout en France, où il y a une verticale du pouvoir exécutif qui est absolument impeccable. On pourrait donner des leçons à Poutine, mais où la ligne est suivie par tout le monde. Après, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais la ligne, il n'y en a qu'une. Aux États-Unis, vous avez le département d'État qui mène sa politique en Syrie, la CIA qui mène sa politique en Syrie, le Pentagone qui mène sa politique en Syrie. Sous Obama, qui était pourtant un contrôle fric, hein, quelqu'un qui ne lâchait pas les rênes, eh bien, vous avez quand même eu des groupes rebelles syriens, arabes et syriens kurdes qui se sont battus avec des armes fournies, qui se sont battus entre eux avec des armes fournies pour les uns par le Pentagone, enfin pour les rebelles par la CIA et pour les Kurdes par le Pentagone. Donc ça va souvent, parfois, assez loin. Là, je pense que dans un contexte où la ligne n'est pas claire, les chaînes de commandement n'est pas claires, les propos ne sont pas clairs, ça va aller encore plus loin. Chaque administration va mener ça avec des risques de collision réels, effectivement, de messages contradictoires, d'incompréhension, et avec tellement d'armes dans cette région que des choses pourront être prises pour des feux verts là où il n'y en avait pas. Je vous rappelle l'Irak 1990, à l'été, lorsque Saddam Hussein croit comprendre que les États-Unis le laissent envahir le Koweït et que fermons les yeux. Donc, dans un contexte tel qu'aujourd'hui, ce genre d'incertitude et d'absence de savoir qui fait quoi et parce qu'en fait, la Maison-Blanche, c'est une telle machine énorme que tout le monde passe son temps à rapporter ce qu'a fait l'autre, ce qu'a dit l'autre, etc. Parce que sinon... D'ailleurs, tout n'est pas négatif dans cette tradition, parce que ça vient aussi du fait que chaque administration, quand elle arrive, va chercher des talents dans les think tanks, dans les grandes universités, et il y a parfois un peu quelque chose de l'ordre de la tension créatrice, même si ça peut être dangereux. Il y a des gens qui apprennent leur métier. Mais il y a aussi, voilà, c'est aussi parce qu'il y a aussi beaucoup de fortes personnalités, des gens très brillants qui ne sont pas d'accord entre eux et qui amènent ce qu'ils sont, et voilà. Historiquement, c'était comme ça. Bien, je vous remercie. Merci à Fathia Dazieni, merci à Henri Laurence, à Christophe Schmitt, merci à Lima.